Salut à vous, la petite actu, c'est que j'ai fait le tour des agences de gestion locative pour me libérer du temps et de la charge mentale. Parce que si on investit dans l'immobilier, c'est pour gagner en liberté et pas pour répondre à des messages le soir et le week-end. Comme pour tous les partenaires de Ça fait un bail, j'ai fait le tour des acteurs du marché et c'est Flatlooker qui est clairement sorti du lot. J'ai trouvé le prix hyper compétitif, 3,9% du loyer pour la gestion, et c'est déductible des impôts. Mais le plus important pour moi, c'est la vitesse à laquelle ils vont louer mon appart et la qualité des locataires. En moyenne, ils trouvent un locataire en 10 jours contre un mois pour une agence traditionnelle. C'est ça qui fait le petit plus dans la renta. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a plein de choses qui sont quasiment impossibles à faire seul, et ça, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Ils tournent une visite virtuelle, ils réalisent un reportage photo qui est hyper pro, et ils diffusent l'annonce sur plus de 15 portails IMO connus, et aussi auprès d'un réseau d'entreprises du CAC 40. Ils choisissent le meilleur locataire, mais vous avez quand même le dernier mot, et grâce à leur techno, ils assurent l'authenticité des documents des candidats. Ça, c'est hyper important. Bien sûr, ils gèrent aussi l'édition des quittances, les révisions de loyer, ils vous aident sur la déclaration de revenus. Donc économisez-vous ce temps, ça vous permettra de vous concentrer sur votre prochain projet. Contactez-les sur flatlooker.com, Flatlooker, et vous entrez le code BAIL, B-A-I-L, pour avoir un mois offert. Je vous mets le lien en description. Salut à tous, ça fait un bail. Je suis Jérémy Nabet et vous êtes sur le point d'entendre des entrepreneurs, des investisseurs et des experts de l'immobilier qui vont vous partager leur passion. Ça fait un bail, c'est le podcast pour mieux comprendre le marché immobilier, que vous soyez déjà expert ou que vous cherchiez de l'inspiration pour enfin vous lancer. Ce sont les premiers épisodes d'une longue série, alors abonnez-vous pour ne pas louper les prochains et surtout, parlez-en autour de vous pour nous aider à grandir. Rebonjour, on arrive sur la dernière partie, c'est la partie fiscalité. On est toujours avec Daniel et je crois qu'en plus c'est une partie qu'il aime beaucoup, la fiscalité, il s'est beaucoup renseigné. Effectivement. Et du coup on voulait pas passer à côté. On est chez Cosa Vostra, le studio d'enregistrement de Cosa Vostra. On remercie encore Mathieu Stéphanie pour ce studio. Il est presque 22h. Donc là, il y a plus grand monde, mais ça nous permet de faire cet épisode tranquillement et d'aborder quelques sujets. Il y a beaucoup de questions qui arrivent sur la fiscalité. On va refaire un petit point sur les différents régimes fiscaux et pour voilà, vraiment vous conseiller, que vous ayez un peu plus de connaissances là-dessus, que ça soit pas le truc qui vous fait peur. Je vois Daniel qui ouvre son livre parce que il y a en effet du coup des tableaux hyper bien faits dans ce livre. Peut-être que je vais négocier avec lui après pour qu'il nous en donne quelques-uns, qu'on puisse les lier au podcast. Avec plaisir. Et pour commencer justement, c'est quoi les différents régimes fiscaux? Comment on fait le choix du LMNP, du NU, de la SCI à l'IS, à l'IR? Je sais que ça dépend en effet de tout le monde et de la situation, mais quelles sont les questions à se poser? Les questions à se poser, alors soit certains investisseurs choisissent déjà quel est le régime qu'ils souhaitent en fait. Il y a des investisseurs qui se disent moi je veux faire par exemple du NU ou je veux faire du meublé, et à partir de ça implique certains régimes fiscaux en fait. C'est un choix de se dire, par exemple, moi j'ai une clientèle qui accepte que du nu, en fait, des locataires qui veulent que du nu, des locataires qui veulent que du meublé, et du coup je suis contraint à utiliser ces régimes fiscaux-là. Moi je pars plus d'une réflexion en amont de me dire, j'aime bien ces régimes fiscaux-là, et donc je vais faire plutôt de la location meublée ou plutôt de la location nue. Après c'est un choix, mais ça peut marcher dans les deux sens. Tant que c'est cohérent ensemble et qu'au final on a un bon accord entre le régime fiscal, le type de location et le type de locataire qui va avec. En termes de fiscalité, on en a trois. On a tout ce qui est la fiscalité du foncier, en fait, donc tout ce qui est location nue, tout ce qui est la fiscalité du meublé et tout ce qui est la fiscalité en fait des sociétés, avec tout ce qui est les SCI, les SARL, etc. Et dans chacun de ces grands types de fiscalité, on a des sous-catégories. Donc par exemple dans le foncier, on a le micro-foncier et le foncier au réel. On a les équivalents dans tout ce qui est le meublé, en fait, donc le BIC, tout ce qui est bénéfices industriels et commerciaux, parce que la location meublée n'est pas considérée comme du foncier, on rentre dans les bénéfices industriels et commerciaux. On a tout ce qui est micro-BIC et on a tout ce qui est BIC réel. Donc c'est un peu les équivalents de ce qu'on a dans le foncier. Et après, dans tout ce qui est société, on a tout ce qui est à l'IR, à l'impôt sur le revenu, et à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés.
Ok, très bien. Quelle est la différence justement entre une SCI à l'IS et SCI à l'IR? Alors déjà une SCI, donc c'est une société civile immobilière. Il y a plusieurs avantages, mais il y en a un qui est le principal avantage, c'est de pouvoir investir à plusieurs avec des règles bien établies. C'est ça. Parce qu'on peut aussi investir à plusieurs en indivision. Vous pouvez acheter avec votre copain, votre copine, avec vos parents, avec vos amis, même avec un inconnu en indivision, c'est possible. Mais ça devient difficile à partir du moment où une des personnes veut vendre ou la relation se dégrade entre les personnes. Là où la SCI, c'est hyper flexible, très simple à gérer, mais ça te permet à peu près tout ce qui est possible dans une société, avec des pactes d'associés, avec des règles très précises en imaginant tel scénario, 1, 2, 3, qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est très fort. Maintenant, la SCI IS et IR, elles sont complètement différentes. C'est ça. On se pose souvent la question, du coup, quelles sont les grandes différences? Alors, les grandes différences se font d'abord par rapport au type de bail. En termes de location, les locations nues sont plus destinées à tout ce qui est à l'IR en fait. Donc on va faire une SCI à l'IR. On peut faire que la location nue avec quelques exceptions, c'est-à-dire qu'on peut avoir 10% maximum de revenus du meublé, mais sinon on est limité en location nue. Et après par contre en SCI à l'IS, on peut faire du nu ou du meublé. Donc on a un peu plus de liberté par rapport à ça. Ensuite, la deuxième différence en dehors du mode de location, elle se fait par rapport à la fiscalité. La fiscalité de la SCI à l'IR, c'est pas une fiscalité d'optimisation parce que c'est une fiscalité qu'on peut retrouver en dehors de la SCI en tant qu'investisseur simple en fait sans société, parce que c'est une imposition qui est transparente, c'est-à-dire que la société elle-même n'est pas imposée et c'est les investisseurs, donc les associés de la société, qui vont être imposés en nom propre en fait, comme si c'était leur propre revenu locatif. Donc ça, il y a pas d'optimisation, c'est juste une imposition classique en foncier, du coup vu qu'on est en nu, soit en microfoncier, soit en foncier réel, mais c'est une imposition qu'on pourrait trouver en dehors du cadre de la SCI à l'IR. La SCI à l'IS, c'est complètement différent. On n'est plus du tout dans la fiscalité du nom propre. On est vraiment dans une fiscalité de société où là, on va avoir un impôt sur les sociétés entre 15 et 26,5% en fonction du seuil. En fait, il y a un seuil où en dessous d'une certaine limite de revenus, on va être imposé à 15%. Jusqu'à 38 000 euros 38 000, à peu près. C'est ça. Et au-dessus, à 26,5%. Donc ça, c'est l'impôt sur les sociétés. Et on va avoir une deuxième imposition après, si on veut retirer après les dividendes, à peu près de 30% en fait. Donc c'est une fiscalité qui est différente, mais qui peut être mieux optimisée qu'une fiscalité de SCI à l'IR, dans le sens où par contre on peut déduire des charges, des amortissements qu'on ne pourrait pas forcément déduire dans les SCI à l'IR. Super, on va revenir en effet sur quelles charges, quels amortissements on peut faire passer. Il y a une chose que j'aime beaucoup sur la SCI à l'IS, c'est de pouvoir encapsuler ses revenus, entre guillemets. Il y a des moments dans sa vie où on a besoin de revenus, d'autres où on en a moins besoin, où on est un peu plus frugal, où on arrive à mettre de côté, etc. La SCI à l'IR, elle impose en fait que chaque année, les revenus ils soient comptabilisés dans ses impôts, et du coup il y a pas de on n'a aucun moyen de l'éviter. Là où la SCI à l'IS, alors on aura toujours ces 15 à 25, 26,5% d'impôts à payer, mais tout le reste, donc ces 30% qui sont quand même la part la plus importante, on va pas y échapper, c'est difficile, il y a peut-être des solutions, je les ai pas encore, peut-être que je les trouverai, il y a des choses un peu farfelues avec des holdings, etc. Mais sur le principe, ça permet surtout en fait de l'encapsuler et de se dire, voilà, cette année en fait, j'ai pas besoin foncièrement d'avoir ces X euros en plus, donc du coup, je vais pas le faire tout de suite, je le ferai plus tard, et après donc on va pouvoir du coup être imposé dans 2, 3, 4 ans et repousser ce moment, et ça peut avoir énormément d'intérêt. C'est ça. Donc voilà, on ouvre un peu le robinet quand on a envie sur cette imposition, et ça c'est cool. Le point un peu plus négatif, et je m'en suis un peu rendu compte justement au cercle, etc., c'est qu'il y a des personnes qui amassent des fortunes sur des sociétés, etc., qui veulent éviter à tout prix la fiscalité et qui se retrouvent à devenir un peu virtuellement riches. C'est ça. et on se demande un peu
jusqu'où en fait on va et pourquoi on continue à le faire. Surtout, ça. je pense à des personnes qui ont 10, 20, 30, 50 appartements Ouais. et parfois c'est un peu étonnant. Mais Ouais. bonne question philosophique. Sur les charges et les amortissements, justement, qu'est-ce qu'on peut faire passer en charge, qu'est-ce qu'on peut faire passer en amortissement sur un bien, en fonction évidemment du régime fiscal. Alors, le régime fiscal le plus restrictif en termes de charges amortissement, c'est celui du foncier réel, où là, soit on peut le retrouver en nom propre, ou alors dans la SCI à l'IR, où là, on va être limité, il y a une liste limitative qui est fixée par le gouvernement, on peut la retrouver sur Internet, des charges qu'on peut déduire. Et ce qui est le moins limitatif, c'est tout ce qui est de la SCI à l'IS et tout ce qui est du BIC réel, donc LMNP, etc. Où là, globalement, toutes les charges afférentes en fait au bien peuvent être déduites, soit en charge, soit en amortissement, en fonction du montant en général, mais presque tout ce qui est lié au bien, qui est fait pour le bien, et la location peut être déduit, et donc ça, c'est absolument génial. Très bien. Sur les amortissements, comment ça fonctionne, les amortissements? Qu'est-ce qu'on amortit? Je pense que voilà, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce terme. Comment tu nous expliques ça? Alors moi-même, j'étais pas à l'aise du tout avant de commencer l'immobilier. Je savais pas ce que c'était l'amortissement. On avait essayé une fois de m'expliquer, mais c'était assez dur. Je vais essayer de l'expliquer un petit peu mieux. Alors, les charges, a priori, tout le monde connaît. Si vous avez un bien qui vous rapporte, je sais pas, 10 000 euros l'année, et qu'à un moment, vous devez dépenser 50 euros pour acheter un pot de peinture, par exemple, vous allez pouvoir déduire ces charges-là de vos 1 000 euros, et à la fin de l'année, vous déclarez plus que 950 euros. Donc ça, c'est tout ce qui est charge. L'amortissement, c'est un petit peu l'équivalent des charges, mais qui est réparti sur plusieurs années, du coup. Donc si j'achète quelque chose de plus conséquent qu'un pot de peinture, globalement, en France, si on achète quelque chose au-delà de 500 euros hors taxe ou 600 euros TTC, on peut commencer à entrer dans les amortissements. Et par exemple, si je suis... alors là, on parle d'immobilier, mais cet amortissement-là, en dehors de l'immobilier, marche par exemple pour les sociétés classiques. Si par exemple une société gagne 10 000 euros l'année et qu'elle achète un ordinateur qui coûte 5 000 euros et qu'elle pense que cet ordinateur peut durer 5 ans en termes de durée de vie, à ce moment-là, elle va l'amortir sur 5 ans, et chaque année, elle va pouvoir par exemple déduire 1 000 euros pendant 5 ans de son revenu, en fait. Et ben nous, on fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire que dès qu'on a des sommes un peu conséquentes, on peut aussi les amortir sur des durées qui sont différentes en fonction de la durée de vie de ce qu'on achète, et on peut aussi amortir, c'est ça qui est bien en immobilier, le prix du bien, en fait, où le prix du bien est considéré en fait comme une dépense qui est faite pour la société, et donc on peut l'amortir comme les autres biens. On peut déduire on peut amortir presque tout le bien. Il y a juste le terrain qui n'est pas amortissable parce qu'il est considéré comme ne perdant pas de la valeur. Ça représente à peu près 20% de la valeur du bien, mais en dehors de ça, les 80% restants vont être déduits selon différents composants. C'est-à-dire que dans un bien immobilier, on va considérer que tout le bien ne perd pas la valeur dans la même durée. On va définir des composants comme par exemple le gros œuvre, l'électricité, etc. Et chaque composant va s'amortir selon une durée différente. Et du coup, au global, ça fait qu'un investisseur va pouvoir déduire chaque année, avec les bons régimes fiscaux adaptés, un amortissement qui vaut à peu près un trentième de la valeur de son bien, à peu près. Donc globalement, si j'achète un bien à 100 000 euros, chaque année, je vais pouvoir déduire à peu près 3 000 euros de mes revenus locatifs en amortissement. Voilà. Super, ce qui est quand même un avantage conséquent. Donc voilà, LMNP, SCI à l'IS, c'est les régimes qui le permettent. Donc voilà, c'est souvent ce qui est utilisé. Il y a quand même des limites. Je pense qu'il y a des limites, notamment, je pense au LMNP, avec des règles qui sont changeantes, des politiques qui sont changeantes sur le sujet. Quelles sont les limites justement du LMNP? Alors le LMNP, alors pour ceux qui connaissent pas, là on est du coup dans la location meublée. Et dans la location meublée, donc dans le BIC, on n'est pas dans le micro-BIC, mais dans tout ce qui est dans le BIC réel, en fait. Donc on peut déduire effectivement nos charges, nos amortissements. Et dans le BIC réel, dans les sous-catégories en fait du BIC réel, on a le statut de LMNP, donc loueur meublé non professionnel, ou LMP, loueur meublé professionnel. Le loueur meublé non professionnel, il se distingue du loueur meublé professionnel simplement par un seuil de revenu locatif qui est soit fixé à 23 000 euros pour les personnes qui ont des revenus inférieurs à 23 000 euros,
par an, soit qui est fixé en fait au revenu net imposable d'activité de la personne. Donc si je suis un investisseur qui, avec mes revenus, par exemple salariés, gagne moins de 23 000 euros, si je gagne par exemple 15 000 euros par an, mon seuil maximum de revenus locatifs meublés pour rester en LMNP et ne pas passer en LMP sera de 23 000 euros. Au-delà des 23 000 euros de revenus locatifs meublés, je deviens automatiquement LMP, pardon. Et si par contre mes revenus sont supérieurs à 23 000 euros, si je gagne par exemple 50 000 euros à l'année, si mes revenus nets imposables sont de 50 000 euros l'année, parce qu'il faut déduire les 10% d'abattement si par exemple on est salarié, à ce moment-là, c'est ces 50 000 euros qui vont devenir mon nouveau seuil. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe justement quand on arrive à ce seuil et qu'on passe du coup LMP, on passe automatiquement, quel est l'impact fiscal? Alors, autrefois, on passait pas automatiquement parce qu'il y avait plusieurs conditions pour passer en LMP. Maintenant, il y a une règle qui est passée qui fait qu'effectivement, le passage est automatique. Dès qu'on dépasse ce seuil-là, on passe directement au statut LMP. L'imposition reste toujours la même, c'est-à-dire qu'on déduit toujours les charges, les amortissements, et on est toujours imposé à hauteur de notre tranche marginale d'imposition, plus d'un certain pourcentage, normalement, de prélèvements sociaux. Sauf que là, au lieu que ça soit notre tranche marginale d'imposition, plus 17,2% de prélèvements sociaux, ça c'est le cas en LMNP, on va passer à notre tranche marginale d'imposition, plus 35%, et là ça devient des cotisations sociales. Donc 35% de cotisations sociales au lieu de 17,2% de prélèvements sociaux. Donc l'imposition devient augmentée. Et en plus de ça, à la revente, on a une plus-value des professionnels plutôt qu'une plus-value des particuliers qui est bien moins avantageuse en général. Ok. Bah pour terminer justement, est-ce qu'on pourrait parler un peu de l'imposition des plus-values, comment ça marche pour un particulier, pour commencer. On sait que c'est un peu la crainte de beaucoup d'investisseurs aussi. Donc là, l'impôt sur la plus-value, c'est l'impôt qu'on va payer à la revente du bien si le bien il a pris de la valeur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Alors effectivement, l'impôt sur la plus-value, déjà on n'y est pas soumis si on revend une résidence principale. Donc ça c'est l'une des situations où on peut être exonéré totalement, qui est très avantageux pour des personnes qui font de l'achat-revente, qui rénovent des biens dans lesquels ils vivent en fait, qui sont leur résidence principale et qui le revendent plus cher plus tard. Ça on peut échapper à l'impôt sur la plus-value si c'est notre résidence principale, ou alors si on revend pour la première fois une résidence secondaire, si on réutilise l'argent en fait pour acheter après une résidence principale. Donc ça c'est les deux situations où on peut échapper à l'impôt sur la plus-value. Okay. En dehors de ces situations-là, il y a même, je te coupe, désolé, mais il y a certaines personnes qui tentent le coup d'aller justement pour éviter des plus-values qui peuvent représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros, et d'aller vivre. Il y en a qui parlent de 3 mois, d'autres qui parlent de 6 mois pour que ce soit reconsidéré comme ta résidence principale et que tu puisses le faire. C'est toujours limite, hein. On a parlé de quelques trucs limite sur les derniers épisodes. Voilà, ça se tente, mais ça s'explique aussi. En effet, il y a aujourd'hui des règles. Si j'achète un bien parce que je considère que c'était ma résidence principale, je voulais en faire une résidence principale, je me rends compte qu'en fait il y a un potentiel locatif qui est incroyable et du coup que je préfère le mettre en loc. Ça c'est des choses qui s'expliquent. À l'inverse, j'ai besoin de récupérer mon bien qui était en loc et je me mets en résidence principale et au final j'aime pas le quartier et j'ai envie de quitter. Ça peut s'expliquer. On n'est pas à l'abri d'avoir un redressement sur ce genre de choses, mais si l'histoire elle est claire, qu'il y a des factures, qu'il y a des forfaits de téléphone, d'électricité, etc. Sur le principe, je pense que ça se fait. Ça a une implication sur ta vie personnelle, évidemment. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais je te laisse continuer. Ensuite, par rapport aux différentes plus-values, des différents types de plus-values qu'on a, on a la plus-value des particuliers et la plus-value des professionnels. La plus-value des professionnels, en fait, il y en aura 2 différentes qu'on verra tout à l'heure, et la plus-value des particuliers, c'est toujours la même. La plus-value des particuliers, c'est celle que vous allez retrouver quand vous faites de la location nue, par exemple. À chaque fois que vous faites louer un bien en nu et que vous le revendez et qu'il est loué en nu, ou qu'il a été loué avant en nu, vous serez sur la plus-value des particuliers. Si vous faites de la location meublée,
et que vous êtes en statut LMNP et non LMP, donc si vous n'avez pas dépassé le seuil, vous êtes aussi en plus-value des particuliers. Et si vous êtes en SCI à l'IR, vous revendez aussi en plus-value des particuliers. Par contre, si vous êtes en location meublée LMP, à ce moment-là, vous passez en plus-value des professionnels. La plus-value des particuliers, c'est une plus-value sur laquelle vous allez payer 36,2% de mémoire ou 36% d'impôt sur la plus-value que vous allez faire. Pour calculer cette plus-value, vous allez simplement faire une soustraction. Vous allez prendre le prix de vente et vous allez soustraire le prix d'achat, auquel que vous pourrez parfois augmenter avec des forfaits, mais globalement c'est le principe. Et sur cette plus-value que vous allez faire, sur la différence en fait de montant, vous allez appliquer 36,2% d'impôt, et ces 36,2% d'impôt vont décroître au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'au-delà de 6 ans, ça diminue jusqu'à être complètement exonéré de cet impôt au-delà de 30 ans en fait. Donc plus on garde le bien, moins on paye en fait cet impôt sur la plus-value. Donc ça c'est le premier impôt, c'est l'impôt sur la plus-value des particuliers. Et ensuite on a tout ce qui est la plus-value des professionnels. La plus-value des professionnels, c'est assez différent. C'est une plus-value dans laquelle on va prendre en compte tous les amortissements qui ont été effectués pendant la durée de détention du bien. C'est-à-dire qu'un investisseur va déduire, comme on a dit tout à l'heure, des charges et des amortissements quand il choisit un régime au réel. Et ces amortissements sont après repris par l'administration fiscale pour en fait être ajoutés au prix du bien et en fait être imposés. En fait, c'est-à-dire que pendant la durée de détention du bien, ces amortissements permettent de diminuer notre impôt, mais par contre à la revente du bien, si on est soumis à la plus-value des professionnels, on va être imposé sur ces amortissements qu'on a pratiqués. En fait, donc ce qu'on n'a pas payé pendant la durée de détention, on finit par le payer à la fin. Et donc là, c'est une plus-value qui en général est un peu plus importante du coup parce que du coup ces amortissements viennent augmenter notre plus-value par rapport à la plus-value des particuliers, et on distingue deux plus-values. On a une plus-value ce qu'ils appellent la plus-value de courte durée, longue durée, et on va payer en fait différents taux d'imposition qui peuvent être par exemple de 30% sur la plus-value en fait courte durée, et sur la longue durée on va payer il me semble que c'est notre tranche marginale d'imposition plus 17,2% de prélèvements sociaux, quelque chose comme ça. Ok, très bien. Écoute, c'est intéressant, je connaissais pas ces différentes plus-values professionnelles. J'avais conscience de toutes les différences entre particuliers et professionnels, en passant notamment en SCIS sur un de mes derniers investissements. Alors après, il y a même, j'ai oublié de dire, mais il y a une autre plus-value. Alors ça, c'était celle de la plus-value des professionnels du LMP. Après, il y a une autre plus-value des professionnels à l'IS qui est là encore différente. Ça a le même nom, c'est plus-value des professionnels. Okay. Mais l'imposition, du coup, est encore différente. Ça veut dire que tu vas payer là sur ta plus-value l'impôt sur les sociétés, puis l'impôt sur les dividendes si tu veux venir retirer ta plus-value. Ça fait beaucoup de plus-values différentes. On essaiera aussi de vous mettre un petit schéma récap pour que vous puissiez vous rendre compte de ces différents. J'ai un tableau qui récapitule tout, ça sera plus simple. Donc c'est parfait. Il y aura un lien dans la description et ça sera hyper pratique. Il y a en effet, quand vous allez vous intéresser à toute cette fiscalité, vous vous rendez quand même compte à un moment que c'est un jeu de vases communicants, et l'impôt que tu payes pas pendant la durée du bien, tu vas, grâce à cette machine incroyable qui est l'amortissement, cette arme incroyable qui te permet de réduire, ça te permet de réduire pendant un temps, et après en fait c'est récupéré au moment de la revente. C'est un peu dommage, mais ça permet quand même de reculer cette fiscalité, de la mettre le plus tard possible. Donc voilà, sur des biens que vous gérez de manière professionnelle, j'ai envie de dire qu'il faut essayer d'aller le plus loin, le plus longtemps possible, et de les garder. Voilà, il y a des gens qui achètent en se disant en fait moi je garderai et puis je transmettrai. C'est aussi un des avantages de la SCI de pouvoir transmettre par tranche à ses enfants, etc. Je me suis pas assez intéressé au sujet de transmission dans ce podcast, parce que j'ai 27 ans et que je pense que c'est pas des sujets que je regarde aujourd'hui, mais on sait qu'il faut s'y prendre tôt, et ça en fait partie. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup. On a eu énormément d'explications.
Et j'espère que ça vous plaît. On va vous mettre de la doc, des éléments du livre pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de la qualité du produit. Je suis pas du genre à faire de la promo de produits ou de services, mais je le trouve hyper pratique. Petite bible de l'investissement immobilier. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie Daniel et c'était un grand plaisir de partager ce moment avec toi. Et bah super, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Ça fait un bail, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est toujours plus facile d'avancer sur un projet immobilier quand on peut en parler autour de soi à des gens qui s'y connaissent. Alors partagez cet épisode au maximum de monde avec votre entourage, abonnez-vous, faites abonner vos amis et votre famille. Et pour nous soutenir, mettez un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Ça fait un bail est produit par Echoes, un studio de création de podcasts pour les marques. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.